Zoom du jour pour parler de l'Afrique aujourd'hui avec notre invité Kakou Ernest Tigori. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes écrivain, homme politique ivoirien. Vous nous présentez aujourd'hui ce livre, votre ouvrage, le dernier, L'Afrique désintoxiquée, et c'est sous-titré « Sortir l'Europe de la repentance et l'Afrique de l'infantilisme ». Il y a une phrase que j'ai relevée, cher monsieur, dans votre ouvrage. Je la cite, « L'Afrique n'a rien vécu de particulier qui serait de nature à justifier son incapacité à se redresser ». C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce en quoi l'Afrique n'a rien vécu de particulier, d'atroce, qui l'empêcherait d'être forte? Oui, je vous remercie. Bon, nous entendons beaucoup de personnes justifier l'apparente incapacité de l'Afrique à prendre en main son destin par le fait que l'Afrique aurait subi la traite négrière, l'Afrique aurait été colonisée, mais ça, il n'y a absolument rien de particulier dans l'histoire de l'humanité quand on observe un peu. Les conquêtes, les soumissions, les colonisations, c'est toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun peuple qui n'a été colonisé dans l'histoire de l'humanité. Si on prend un pays comme la France est restée des siècles une colonie romaine. Donc il n'y a absolument rien de particulier à ce niveau. La traite négrière, l'esclavage, ben, depuis le néolithique, depuis que l'homme n'est plus chasseur-cueilleur, mais produit sa nourriture, avec les grandes sociétés, il s'est sédentarisé et il a eu besoin de plus en plus de main-d'œuvre. Et l'esclavage aussi fait partie de l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, le phénomène tire son nom pas des Noirs, mais des Slaves, qui ont été pendant de nombreux siècles esclaves pour l'Europe et pour le Moyen-Orient. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez Vladimir Poutine se plaindre de ce qu'ils aient été esclaves dans le temps et que ça puisse les empêcher d'évoluer? Non, c'est des histoires. D'ailleurs, le mot esclave vient du mot slave. Vient de slave, voilà. Donc, c'est des histoires. Vous décrivez, cher monsieur, la réalité de l'Afrique pendant sa rencontre avec l'Europe du 15e à nos jours, en gros jusqu'à l'époque contemporaine. En quoi cette réalité est-elle différente de ce qu'on peut lire dans un manuel d'histoire scolaire à l'école? Oui, disons que l'opinion qui est présentée, ce qui est présenté d'une façon générale, c'est que l'Afrique non seulement aurait été subjuguée pendant la période de la traite négrière, ce qui est faux. Il faut savoir que ce n'étaient pas les États européens qui étaient en Afrique à partir du 15e, 16e, 17e, 18e siècle. Souvent, c'était des marchands européens, privés, et qui exerçaient sous autorité des pouvoirs locaux africains. Ça, on ne le dit pas assez. Les États européens n'arrivent qu'à partir du 19e siècle. Donc, il faut mal connaître l'Afrique pour croire qu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle, quelques marchands occidentaux pouvaient en imposer à des États puissants, comme le royaume Ashanti, comme le royaume du Dahomey, comme le Fouta Djallon, le Fouta Toro. Il faut méconnaître l'Afrique totalement. Donc c'était des sociétés privées européennes qui arrivaient en Afrique et qui travaillaient des États, qui travaillaient avec des pouvoirs locaux, qui tiraient leur profit de tout ce commerce. En fait, c'est facile aujourd'hui de considérer que tous ces gens étaient des gens odieux, ils faisaient la traite négrière, tout ça, la traite humaine. Mais à l'époque, c'était un commerce tout à fait accepté, qui ne posait de problème de conscience à personne. Donc aujourd'hui, même les chefs, les acteurs africains de la traite négrière que furent le royaume, la confédération Ashanti ou bien le royaume du Dahomey, je ne les accuse pas. C'était une pratique de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes bien conscients que vendre des hommes, c'est abominable. Donc, il faut en prendre acte, poser les actes pour éviter que cela ne se perpétue, mais il n'y a pas à accuser les Occidentaux ou même à accuser nos ancêtres qui le faisaient. Voilà. Il faut que chacun reste dans son temps. Et les mentalités évoluent avec les époques. Donc, sur la décolonisation, quelle différence, justement, est-ce qu'il y a entre ce que l'on entend à l'école et votre message? Bon, d'abord, ce que j'explique dans le livre, c'est que à partir de la décennie 1940, parce que c'est une décennie charnière dans tout ce qui va se passer au niveau de l'Afrique. Nous savons qu'après la Seconde Guerre mondiale,
le monde va se diviser en deux blocs. Le bloc de l'Ouest derrière les États-Unis et le bloc de l'Est derrière l'Union soviétique avec à sa tête Staline. Et le bloc de l'Est avait pour objectif stratégique de chasser, c'était ça le terme, les nations d'Europe occidentale de l'Afrique, comme partout dans le monde, de leurs territoires coloniaux partout dans le monde. La guerre d'Indochine qui deviendra la guerre du Vietnam, ça rentre dans ce registre-là. Et en Afrique, il fallait justement chasser les Français, les Anglais de toutes leurs colonies. Et il se trouve que le Parti communiste français, qui était à la solde du Parti communiste soviétique, c'est que le Parti communiste français était stalinien. Voilà, ils agissaient pas pour les intérêts de la France, mais pour les intérêts de l'international socialiste, international communiste. Ils vont jouer un rôle important puisque la France avait quand même une très large assise territoriale en Afrique. Donc c'est dans ce contexte-là que l'histoire est falsifiée. On fait croire donc non seulement l'opinion européenne, mais finalement les cadres africains qui trouvaient leurs intérêts dans cette manipulation politique vont contribuer à diffuser ces idées que non seulement la traite négrière est du fait exclusif des Occidentaux, ce qui est faux, et que la colonisation a été imposée manu militari un matin aux Africains, mais c'est faux également. La colonisation arrive après 4 siècles, quand même, de commerce. Les gens se connaissent. Les Européens, les Africains se connaissaient. Ça faisait 4 siècles que les Européens étaient sur le littoral atlantique de l'Afrique. Et petit à petit, ils vont apprendre sous leur autorité des territoires sous protectorat. Et les Africains vont avoir la possibilité, quand même, d'apprécier la différence entre ces territoires sous protectorat européen et leur mode de vie. Et d'une façon générale, ça, je tiens à le dire, la colonisation qui va arriver donc à la fin du 19e siècle, après 4 siècles de commerce, va se faire d'une façon générale avec une adhésion majoritaire des populations africaines. On ne le dit pas assez. On fait croire que c'est manu militari un matin que les Africains vont être subjugués. Non, pas du tout. Ça se fera avec une adhésion majoritaire des colonisations des populations africaines. Et je donne un exemple dans mon livre, qui est l'exemple de l'espace Ashanti. Mais les Anglais vont prendre Koumassi, qui est la capitale de l'Ashanti, mais avec qui? Avec les Fonti, avec les Nzima, avec les Aniawin, avec les Dankila. C'est toutes les populations qui vont, avec les Anglais, donc prendre la capitale Ashanti. Donc je donne ces exemples parce qu'il faut donner des faits pour combattre tous ces mensonges qui sont véhiculés depuis la décennie 1940, qui étaient le fruit d'une manipulation en vue de révolter les Africains contre la présence occidentale, la présence anglaise, la présence française, la présence belge. Voilà, bon, ils ont bien réussi. Mais je crois quand même que ça fait 30 ans, bientôt 30 ans que l'Union soviétique a disparu. Il est temps de rétablir la vérité. Et c'est ma modeste contribution pour ce rétablissement de la vérité. On évoque souvent, monsieur, dans les médias, le fait que la France aille en Afrique pour piller ses ressources naturelles, notamment au Niger, avec ces mines d'uranium qui alimentent l'entreprise française Areva pour ses centrales nucléaires. Est-ce qu'on peut vraiment accuser la France de piller le continent noir? Mais le Niger est un État indépendant depuis 1960. Le Niger est un État indépendant. Avec des responsables politiques. Donc si aujourd'hui vous me dites que la France va au Niger pour piller l'uranium, mais que font ces personnes-là? Mais la responsabilité, l'indépendance, la liberté doit s'accompagner du sens de la responsabilité. Il n'appartient pas à l'État français ou au peuple français de veiller sur les intérêts du peuple nigérien. Donc il faut qu'on sorte de tout ce discours, c'est tout ce discours qui infantilise l'Afrique. Parce qu'en disant que la France va piller le Niger, mais ça veut dire que les Nigériens, ce sont des enfants, de candides personnes, des gens inintelligents. Non, ils ont des dirigeants. Il appartient à leurs dirigeants, dans le concert des nations, d'œuvrer pour les intérêts de leur population. S'ils n'en sont pas capables, mais qui demandent que l'ONU les mette sous tutelle, il faut que les Africains assument leurs responsabilités. On ne peut pas continuer comme ça, c'est un discours irresponsable. Le discours lui-même est irresponsable. Vous dénoncez, monsieur, également ces gens, ces intellectuels africains qui parlent de complot des institutions de Bretton Woods contre l'Afrique. Pour vous, il n'y a aucun complot de ces institutions contre l'Afrique? Il faut être sérieux, quel complot? Nous avons suivi ces dernières années la Grèce qui a eu des problèmes financiers
et qui était sous injonction de la Banque mondiale, du FMI. La Grèce, c'est pas un pays africain. Si vous gaspillez vos ressources, l'Afrique, dans les années 70, avec le coût des matières premières, se portait très bien au plan financier. Mais ces ressources ont été gaspillées et c'est à la fin des années 70 que l'Afrique doit se retrouver coincée financièrement. Mais les institutions financières fonctionnent de la même façon partout. Pour donner leur argent, il faut bien qu'ils s'assurent que vous allez pouvoir rembourser. Donc, ils peuvent imposer des programmes d'ajustement structurel que les États africains ont connus dans les années 80. Mais ce n'est pas un complot. Il faut être responsable. Et dans le cas de l'Afrique, j'ajouterais sur cette question. Au début des années 80, les institutions financières vont imposer à l'Afrique des programmes qui avaient pour objectif de réduire l'endettement de l'Afrique. Mais il faut savoir que du début de la décennie 80 à la fin de la décennie 80, la dette qu'on voulait réduire sera plutôt multipliée par 3. Parce que, bon, ben, vous savez, les régimes corrompus, le manque total de sens de la responsabilité publique. Donc, nous devons revoir plutôt comment est-ce que nous gérons notre souveraineté, comment est-ce que nous gérons nos sociétés plutôt que d'accuser les autres. Quant au franc CFA, de nombreux chefs d'État africains se plaignent de cette monnaie qui a été imposée par la France. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que, en tout cas, vous avez quelque chose à redire quant à cette politique du franc CFA en Afrique? Mais si les Africains veulent quitter le franc CFA, créer leur propre monnaie, mais libre à eux de le faire. Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi ne le font-ils pas? Et j'aimerais d'ailleurs vous dire que tous les États africains ne sont pas dans le CFA. Un pays comme le Mali n'était pas dans le CFA. À un moment donné, a demandé à rejoindre le CFA. La Guinée n'était pas dans le CFA. Depuis 1958, la Guinée avait dit non à De Gaulle. Ils avaient leur monnaie. Quels sont les défauts et les avantages de ce franc CFA? Le Ghana n'a pas le franc CFA. Donc, on présente le problème du franc CFA comme la source de tous les maux de l'Afrique. Mais d'abord, il faut voir les États qui n'ont pas le franc CFA. Comment est-ce qu'ils se comportent? Comment est-ce qu'ils se portent, pardon? Ceux qui n'ont pas le franc CFA. Est-ce qu'ils vont mieux? Ça, c'est de 1. Dites-moi, justement. Est-ce qu'ils vont mieux? Ils ne sont pas, ils se portent pas mieux. Ça, c'est de 1. Et de 2, ben, les États africains, encore une fois, sont libres de créer leur monnaie. Je pense que c'est vraiment de faux débats. Ça rentre toujours dans ce contexte de l'infantilisation. On a l'impression que c'est la France qui impose tout, bon sang. Mais pourtant, les États africains organisent régulièrement des élections présidentielles qui sont même meurtrières. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils se battent pour devenir président si ce poste ne sert strictement à rien? Non, tout ça c'est un discours d'irresponsable. C'est l'infantilisation de l'Afrique et toujours... comment dire, cette accusation de l'Europe qui crée un sentiment de repentance. Et l'Afrique, l'attelage Afrique-Europe est totalement piégé dans ce jeu-là, dans ce jeu duquel il faut absolument sortir. Justement, comment se manifeste ce ressentiment, cette colère qu'ont les Africains, en tout cas qu'on a fabriqué pour eux, à l'égard ou contre les Européens? Comment ça se manifeste, ce ressentiment? Bon, ça se manifeste dans tout le discours que vous voyez de tous ceux qui se prétendent intellectuels, tous les Africains qui écrivent, voilà, tous les problèmes de l'Afrique, c'est l'Occident. Ça se manifeste à travers une certaine difficulté à s'intégrer, puisque aujourd'hui, il y a quand même une forte immigration africaine en Europe. D'un pays comme la France, la communauté ouest-africaine est très forte. Mais vous imaginez tous ces jeunes à qui on fait croire que vous êtes dans un pays, ce sont ces blancs-là qui ont fait que il y a le désordre chez vous, il y a la misère chez vous. Ça crée un vrai problème psychologique qui fait que les gens ont même du mal à s'intégrer. Les gens, au lieu d'apprécier la chance qu'ils ont et de chercher à s'intégrer dans le contexte européen où ils vivent, ne voient pas leur avenir, en fait. Ils sont rongés par des rancœurs qui les empêchent d'évoluer normalement. Donc cela fait un véritable blocage psychologique pour les Africains. Et c'est pour cela qu'il faut démentir tous ces mensonges-là, pour libérer les gens, libérer leur énergie, pour qu'ils puissent évoluer de façon positive. Concrètement, comment on peut arriver à désintoxiquer l'Afrique concrètement? Est-ce qu'il faut revoir les programmes scolaires? Est-ce qu'il faut mettre de nouveaux chefs d'État? Ah oui, dans tous les cas, le combat politique... une société est le résultat de sa gouvernance. Et il faudra, à un moment ou à un autre, trouver en Afrique des élites qui sont préoccupées par les questions d'intérêt général. Parce que depuis les indépendances de 1960, les États qui ont été hérités de l'administration coloniale, qui ont été donc hérités de la colonisation,
ont été progressivement dévoyés. Or, quand l'État ne joue pas son rôle d'institution dédiée au service de l'intérêt général, à un moment donné, les populations africaines cherchent des solidarités alternatives. L'homme est un animal grégaire, l'homme a besoin de solidarité. Quand l'État ne fonctionne pas, les gens cherchent des solidarités alternatives. Donc les gens pensent pouvoir la trouver dans la solidarité tribale, la solidarité religieuse, toute autre forme de solidarité qui leur sont proposées, mais qui ne peuvent pas remplacer l'État. Donc il faut que l'État soit remis dans son rôle d'institutions dédiées au service de l'intérêt général. C'est un combat politique. Aujourd'hui, c'est dans cette veine-là que nous inscrivons notre action. Il faut mener le bon combat politique, il faut redonner du sens à la société africaine, qui aujourd'hui est totalement désorganisée du fait que l'acteur principal, le gestionnaire principal de la société, qu'est l'État, ne fonctionne pas. Il est inopérant, il est inconsistant en Afrique. Voilà. Bon, maintenant, il faut aussi qu'il y ait la vérité. J'espère contribuer à cela. Dire, ça a été quoi, notre 16e, notre 17e, notre 18e siècle, qu'on enseigne, qu'il y ait des débats et que les gens sachent quelle a été la vraie histoire de l'Afrique, plutôt que cette histoire qui leur a été vendue, qui fait passer nos ancêtres pour des imbéciles, que des faibles, que les Blancs sont venus subjuguer. Les choses ne se sont pas passées comme ça. C'est totalement faux. Vous évoquez, on en parlait tout à l'heure, monsieur, cette falsification de l'histoire de l'Afrique dès les années 40 par des communistes français. Comment expliquez-vous que récemment, des chefs d'État français se soient rangés à cette, en tout cas, et rejoint cet esprit de repentance à l'égard de l'Afrique, comme par exemple Jacques Chirac, quand il a été élu en 95, il s'est un peu précipité pour demander le pardon à l'Afrique pour la traite négrière. Quand vous expliquez que la droite se soit ralliée à cette falsification faite par des communistes? En fait, ce n'est pas récent. Il faut dire que ce climat de repentance, comme je dis, date depuis la décennie 1940. C'était une campagne, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la plupart des intellectuels ici en France sont de gauche. À l'époque, dans les années 40-50, il y avait les Jean-Paul Sartre, tout ça qui était les grandes stars de l'intelligentsia française. Tout ce monde c'est des compagnons de route des communistes. Donc, ces gens vont mettre dans l'esprit permettez-moi de le dire comme ça, du petit blanc, que tu as fait du tort, tu t'es mal comporté en Afrique, tu as réduit en esclavage cette population, tu l'as subjugué et que tu es responsable de toute sa misère. Et c'est cela qui continue jusqu'aujourd'hui. Donc ça ne date pas de Chirac. Le sentiment de repentance qui a été inoculé à l'opinion occidentale date depuis les années 40-50. Voilà. Maintenant, je dis, ça fait quand même un moment. Il est temps qu'on rétablisse la vérité, parce que cela est faux. Et j'ajouterai juste sur cette question, on peut se demander, mais comment est-ce que des mensonges aussi gros ont pu passer? Mais c'est tout simplement parce que les élites africaines de l'époque, dans le cadre de leur combat politique, étaient tous communistes. Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, François Fanon, toutes les élites intellectuelles africaines se sont mises au service du Parti communiste pour la falsification de l'histoire de l'Afrique. Ça, historiquement, c'est très important de le souligner. Et d'ailleurs, vous verrez que quand Aimé Césaire va claquer la porte du Parti communiste, il n'hésitera pas dans la lettre qu'il écrira à Maurice Thorez de dénoncer tous les mensonges. Ça, c'est des faits d'histoire. Vous pouvez aller sur Internet, vous voyez toutes ces choses, sur Google. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement un mot sur ce chef d'État africain qui était Thomas Sankara? Comment vous l'envisagez, comment vous le voyez avec le recul, cet homme? Mais Thomas Sankara, il avait ceci de bien, qui était qu'il était préoccupé par le sort de son peuple. C'est pour cela que la jeunesse africaine... C'était un patriote? C'était un vrai patriote. Maintenant, c'était aussi un marxiste, léniniste, tout ce que vous voulez, la grande théorie qui n'a absolument rien apporté nulle part. Je ne sais pas où est-ce que le marxisme-léninisme a fait le bonheur des gens. Mais il n'a pas adhéré à cette falsification de l'histoire. Oh non, il ne l'a jamais dénoncé. Il l'a jamais dénoncé. Je pense qu'aujourd'hui, ce discours que je tiens, il est tout nouveau. Il est tout nouveau parce que il faut aussi se creuser pour voir qu'il y a eu tout ce mensonge. Non, Thomas Sankara n'a jamais dénoncé cette falsification de l'histoire. Bien au contraire, je pense que tous les Africains qui s'engageaient dans la lutte ont toujours... comment dire,
valider cette théorie du blanc qui n'a fait que du tort à l'Afrique. Non, non, non. De ce point de vue, non. Mais Thomas Sankara était un patriote. Ça, c'est important de le souligner. Maintenant, bon, ben, son combat marxiste-léniniste, bon, ben, moi je considère que c'était du n'importe quoi. Parce que le marxisme-léninisme n'a rendu aucun peuple heureux sur cette terre-là, en tout cas jusqu'à présent. Cher monsieur, vous consacrez tout un chapitre de votre ouvrage au racisme. De quel racisme s'agit-il? Non, je trouve que on a trop tendance, les Africains, à se plaindre de racisme. Mais bon, d'abord, les racistes, il y en a partout. Et il n'y a pas plus de blancs racistes que d'Africains racistes. Il y en a partout. Et aujourd'hui, au lieu de passer le temps à se plaindre, il vaut mieux chercher à s'intégrer. Je parle, par exemple, de la forte population d'origine africaine qui est en France. Bon, bien sûr, vous rencontrerez des fois des racistes par-ci, par-là, mais l'État français n'est pas raciste. L'État français n'est pas raciste. Le fonctionnement de cette société n'est pas basé sur le racisme. Donc chacun a la possibilité de faire l'effort. La société française non plus n'est pas raciste. La société française n'est pas raciste. Chacun a la possibilité de faire l'effort pour s'intégrer et mener sa vie, apporter sa contribution à cette société ouverte qui donne sa chance à chacun. Voilà, donc pour moi, passer son temps à se plaindre du racisme, pour moi, ce n'est pas juste. Et d'ailleurs, la France ne mérite pas qu'on la taxe de racisme, pas du tout. Vous consacrez, donc vous nous dites, voilà, il y a des racistes chez les Noirs, chez les Blancs. Vous évoquez quand même ce racisme blanc envers les Noirs. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces racistes blancs? Oui, bon, aux racistes blancs, je dirais que aujourd'hui, la France est une société qui s'est ouverte. Depuis de nombreuses décennies, et il y a beaucoup de communautés, pas seulement qu'africaines d'ailleurs, mais asiatiques, d'Amérique latine. Donc quand une société est aussi ouverte, ce qui serait intéressant, est que ceux qui reçoivent soient ouverts et enseignent les codes de la société à ceux qui arrivent, et que ceux qui arrivent soient ouverts pour vouloir apprendre, en même temps qu'eux aussi contribuent à faire évoluer la société. Voilà. Mais si il y a blocage, ceux qui reçoivent rejettent, à un moment donné, la communauté étrangère étant de plus en plus forte, si elle se sent menacée, elle se défendra et on court tout droit vers des guerres ethniques, vers des guerres tribales, vers la guerre civile. Aujourd'hui, vous imaginez une société comme la France, si on disait qu'on veut rejeter les étrangers, ce n'est même plus possible. Ça serait la guerre civile. Ils sont peut-être autant nombreux que les Français dans des villes comme Paris. Voilà, donc non, non. Je pense que c'est pas ça qu'il faut envisager. Ce qu'il faut envisager, c'est qu'il y ait ouverture de part et d'autre, mais surtout que ceux qui arrivent aient le souci de s'intégrer, aient le souci d'apprendre les codes, aient le souci de ne pas heurter ceux qui viennent trouver. Mais ceux qui disent « Ah non, non, moi je suis arrivé, je suis comme ci, je suis comme ça, il faut qu'on tienne compte de moi », je trouve que c'est un peu osé. Et vous pensez que cette intégration est possible dans tous les cas? Elle est possible s'il y a une réelle volonté politique. De faire en sorte que les gens s'intègrent. Mais si on se laisse aller à la facilité du communautarisme parce que on a envie de se faire élire et qu'on fait plaisir à telle ou telle communauté, on aide le communautarisme à s'installer et à la longue c'est dangereux. À la longue, c'est dangereux. Il va y avoir des territoires interdits pour la République et quand quelqu'un voudra mettre de l'ordre plus tard, ça risque d'entraîner la guerre civile. Il faut que les dirigeants occidentaux soient très responsables dans leur gestion de la communauté étrangère en Europe. Mais pour l'instant, c'est pas ce que j'observe. Les pays, cher monsieur, qui composent le continent africain doivent, dites-vous, entreprendre d'urgence tout un tas de réformes. Quelles en seraient les 3 premières? Bon, d'abord, le sens de l'intérêt général. J'ai des fois l'impression qu'à l'indépendance, les Africains ont vu les États dont ils héritaient comme un gros gâteau que le blanc a oublié d'emporter et qu'il fallait donc se disputer pour avoir sa part. Non, non, l'État, ce n'est pas un gâteau à se partager. L'État, c'est une exigence collective de la société. C'est la structure qui doit s'occuper de l'intérêt général. Donc il faut que les Africains, les élites africaines, apprennent à servir l'intérêt général, à mettre l'État dans son rôle d'institution qui doit tisser les solidarités qui fondent le vouloir vivre collectif. Donc ça, c'est la première des conditions, remettre l'État dans son rôle. Bon, maintenant,
une fois que ça c'est acquis, mais qu'il y ait un minimum de fonctionnement démocratique pour que les gens puissent donner le sens qu'ils veulent donner à leur société, qu'il y ait que le mérite soit comment dire, mise en avant pour que les compétences, toutes les compétences puissent se mettre au service de la société, qu'on sorte les pays africains du tribalisme aujourd'hui qui est destructeur. Donc bon, il y a comme ça des urgences que tout de suite, il faut mettre en place en Afrique. La démographie, est-ce une urgence? Comment la régler? Le Niger, je crois, va exploser dans les prochaines années, sa population. La démographie, la croissance démographique en Afrique est justement un exemple même du sens, je dirais, du manque de sens de responsabilité des élites africaines. Aujourd'hui, on parle partout dans le monde de problèmes écologiques et nous savons tous que la démographie a une incidence importante sur les risques écologiques. Il se trouve que l'Afrique est l'un des plus grands contributeurs en termes d'explosion démographique dans le monde. Mais est-ce que vous voyez les dirigeants africains en parler? Est-ce que vous voyez même dans le discours en Europe quelqu'un, comment dire, interpeller l'Afrique? Non, non. Comme si les Africains sont des irresponsables de qui on ne peut rien attendre, donc on n'évoque même pas la question. Mais il faut l'évoquer. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas en mesure de s'occuper de tous ces enfants qu'elle produit. D'ailleurs, regardez dans la Méditerranée, tous ces gens qui viennent mourir dans la Méditerranée parce qu'ils veulent rejoindre l'Europe. Mais il est temps qu'en Afrique, il y ait des politiques responsables pour penser à la limitation de la croissance démographique. Mais comment vous expliquez l'immobilisme des chefs d'État africains depuis la décolonisation? Ça, c'est vraiment... Quel intérêt ont-ils à rester dans le mensonge, à rester dans la haine à l'égard des Occidentaux, des Européens? Quel est leur intérêt? Leurs intérêts personnels, oui, il y en a. Il n'y a aucun intérêt pour les États, pour les populations, ça je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est comment est-ce que sont-ils tous des égoïstes, je veux dire, les chefs d'État africains? Le problème, pour moi, je le pose autrement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un vaste continent comme l'Afrique, très impliqué dans l'histoire du monde, qui avec déjà ne serait-ce que tous ces migrants qu'elle jette dans la Méditerranée, comment est-ce que l'Afrique peut évoluer comme ça dans le non-droit, dans le manque de démocratie, dans la corruption, sans qu'il y ait quelque part une réaction de la communauté internationale? C'est ça qui est le vrai problème. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune gouvernance finalement, aucune gouvernance mondiale. Chacun fait ce qu'il veut au nom de la souveraineté nationale. Et puis bon, les déchets de sa mauvaise gouvernance, après c'est aux autres de s'en occuper. Tous ces jeunes qui sont dans la Méditerranée, c'est aux Européens de se débrouiller avec. Cela aujourd'hui met l'Europe dans une crise pas possible. Mais il y a les États africains. Il faut que les États africains fonctionnent. Mais cela partira d'une élite africaine responsable qu'il faut peut-être penser aussi à chercher et peut-être d'une certaine façon à soutenir. Je le dis vraiment à des pincettes. Mais vous pensez que c'est vraiment aux États africains de gérer ce problème de l'immigration de masse plutôt qu'à l'ONU par exemple ou qu'à l'Union africaine, des organisations supranationales? Mais il faut que les États africains se sentent responsables du destin de leur population. Maintenant, si aujourd'hui il se trouve que les dirigeants qui sont en place n'en sont pas capables, à un moment donné, puisque nous parlons maintenant d'un village planétaire, cela suppose qu'il y a quand même une conscience humaine, une conscience mondiale, une conscience internationale qui doit intervenir. Donc je ne désigne personne, mais il y a une réflexion à mener. Il y a une réflexion à mener. Et moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'invite les élites africaines. J'invite les Africains qui ont la capacité de comprendre toutes ces questions, de s'organiser pour que nous développions une véritable conscience noire. J'en parle un peu dans le livre, pour que on sorte en fait l'Afrique de ce désordre-là, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas laisser au reste de l'humanité cette image que l'Afrique laisse aujourd'hui. Bon, peut-être qu'il y a certains qui ne se sentent pas concernés quand ils voient les jeunes Africains dans la Méditerranée. Mais moi ça me dérange et ça me gêne. En tant qu'Africain, je trouve que nous devons faire montre d'un peu plus de sens de responsabilité. Cher monsieur, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est donc « L'Afrique à désintoxiquer, sortir l'Europe de la repentance et l'Afrique de l'infantilisme », édité chez Du Alpha. Merci monsieur d'être venu sur le plateau, c'était très intéressant et à bientôt. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment.